Bien, merci de votre présence. On va commencer donc ce conseil municipal où ce soir donc le principal objet donc c'est le débat d'orientation budgétaire. Et après nous aurons trois petites délibérations à passer concernant l'acquisition donc de l'espace Vrignot. Alors, tout d'abord les pouvoirs. Donc Stéphanie Le Goff donne pouvoir à Dominique Bonin. Loïc Pogam pour Yveline Thibault, Jennifer Macot pour François Héduin, Julia Guilloton pour Fabienne Parpaillon. Désignation de secrétaire de séance, Kevin Bonneau va arriver, il travaille, il sera un petit peu en retard là, il va arriver tout à l'heure, donc je propose Audrey Gentreau, merci, pour donc être désigné secrétaire de séance pour ce soir. Je vous demande l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 3 novembre. Avez-vous des remarques, des objections? Non? Parfait, je vous en remercie. Alors, quelques informations avant, bien sûr, d'entamer le conseil municipal. Tout d'abord, évoquer le départ, malheureusement, de Jean-Paul Reverso, que beaucoup connaissent parmi vous, enfin je pense, beaucoup devaient connaître, qui nous a quittés il y a quelques jours. Jean-Paul Reverso avait été agent municipal de la collectivité pendant plus de 20 ans. Il travaillait aux ateliers municipaux principalement. Et on connaît surtout Jean-Paul Reverso depuis qu'il est en retraite pour ses nombreuses activités dans les associations luçonnaises. Et Dieu sait s'il en a fait partie. Il était donc au cœur des associations caritatives, sociales, humanitaires, culturelles, de loisirs, de sport aussi. Il était vraiment sur tous les fronts et toujours avec sa bonne humeur et puis son allant et toujours très combatif. Il a fait en sorte que la ville de Luçon soit très animée grâce à lui. Et ce soir, on a vraiment une pensée pour lui et pour sa famille parce que c'était un bel homme. Voilà donc ce que je voulais dire sur Jean-Paul et on le regrette vraiment. Je voudrais en profiter aussi pour un deuxième hommage. Là, c'est un autre hommage, mais plutôt au niveau national. C'est bien sûr rendre hommage à Monsieur Noël Cordier. Je pense que tout le monde sait qui c'est. Donc, c'est l'ancien résistant et compagnon de la Libération qui est décédé aussi il y a quelques jours, qui avait été secrétaire de Jean Moulin en d'autres temps et qui avait une centaine d'années, qui avait été résistant. Il avait terminé comme galériste, biographe et puis écrivain. Voilà, il est décédé à l'âge de 100 ans. Il reste aujourd'hui un seul compagnon de la Libération. Après, il n'y en aura plus, malheureusement. Et le dernier compagnon de la Libération, qui s'appelle Monsieur Hubert Germain. Voilà. Donc Hubert Germain, qui est aussi un grand homme, qui a vraiment combattu, que ce soit en Syrie. Enfin, tout d'abord, il a rejoint De Gaulle, bien sûr, en Angleterre. Après, il est parti en Syrie. Il a fait Bir Hakeim. Ensuite, il a été promu bien sûr avec le général de Gaulle, le Grand Croix de la Libération. Il a débarqué en Provence et après il est remonté jusqu'en Allemagne avec donc bien sûr Rhin et Danube, de l'âtre de Tassigny. Un grand homme qui a été maire d'une collectivité pendant de nombreuses années et qui est devenu ministre des PTT. Voilà. Et puis bien sûr ce monsieur aujourd'hui est toujours vivant. Bien heureusement encore, il a une centaine d'années aussi, et on pense bien à lui ce soir. Donc c'est le dernier de cette grande lignée qui ont combattu la France et qui ont tant apporté. Quelques informations concernant la collectivité, et puis aussi les nouvelles directives qui ont été faites, qui ont été données par l'État dernièrement. Donc je vous confirme quand même, parce qu'on l'a reçu cet après-midi, l'arrêté préfectoral qui porte le masque obligatoire maintenant jusqu'au 4 janvier, sur le département en tout cas. Voilà, d'accord. Donc jusqu'au 4 janvier, port du masque obligatoire sur le département. On se réjouit bien sûr de l'ouverture des magasins maintenant en centre-ville et pour la semaine et également le week-end, avec une fermeture qui peut aller jusqu'à 21h. Enfin après, c'est à la diligence bien sûr des commerces. Et puis on va attendre avec impatience les nouvelles annonces du 15 décembre pour savoir si effectivement il y aura un allègement ou pas donc, pour ces fêtes de fin d'année. On remarque quand même que depuis quelques jours, effectivement, les cas Covid diminuent vraiment, donc ça c'est intéressant.
espérons que le fait maintenant que ce soit plus ouvert, ça n'opère pas malheureusement une remontée des cas contacts et des cas malheureusement sur la France. Enfin, pour l'instant, donc, on peut se réjouir effectivement des efforts qui sont apportés. Je voudrais également en profiter pour parler du marché de Noël. Donc le marché de Noël, malheureusement, on a dû l'annuler sur la collectivité, donc sur la ville de Luçon, comme dans beaucoup de villes de Vendée, malheureusement. Comme on le fait début décembre, c'était quand même une date très très proche. Ça aurait été fin décembre, on aurait peut-être pu, enfin avant Noël, quoi qu'il en soit, on aurait peut-être effectivement pu fonctionner différemment. Quoi qu'il en soit, donc il a fallu l'annuler parce qu'on avait les réservations de tous les matériels, donc Tivoli et puis tente, voilà, donc à faire avant le 12 novembre. Donc c'était une date trop limite. On a dû abandonner donc effectivement le marché de Noël. De toute façon, à la date à laquelle elle était prise, on savait que les ventes, on avait le droit qu'à des produits alimentaires seulement dans les ventes, et puis aucune animation, et bien sûr pas non plus à part la mobilité sur les déambulations qu'on pouvait voir en centre-ville. Donc ça aurait été un marché de Noël peau de chagrin. Donc on a préféré bien évidemment l'annuler. Pour autant, l'idée a germé. Le fait que effectivement le marché de Noël était annulé, la dépense budgétaire qui était inhérente au marché de Noël, on a pensé la mettre donc au profit des commerçants du centre-ville. C'est pour ça que donc on va offrir entre je crois que c'est le 11 et le 12 décembre. Donc on va convier les Luçonnais à venir récupérer pour chaque foyer un bon d'achat de 10 €, hein, dont l'objectif bien sûr est que chaque habitant vienne donc en centre-ville consommer ce bon d'achat. Hein, donc c'est un bon d'achat qui est offert, hein, donc à chaque foyer de Luçon. Consommé entre le 15 décembre et le 15 février, donc ça leur laissera un petit peu de temps. Et ensuite, les commerces qui auront reçu ces bons d'achat se verront rembourser effectivement ces sommes. Voilà. Ça va permettre aux 4800 foyers donc, de Luçon de venir en centre-ville et de pouvoir consommer en centre-ville. Donc cette initiative, bien évidemment, elle s'inscrit aussi dans un partenariat, comme on l'a toujours fait, avec la CAP et puis également le marché des Halles. Je remercie d'ailleurs à ce propos le marché des Halles qui ne veut pas bénéficier de cette aide indirecte, hein, parce que le marché des Halles, c'est vrai qu'il a toujours fonctionné, il a simplement été fermé une semaine au mois de mars, autrement il a toujours été ouvert. Donc les commerçants des Halles veulent faire profiter davantage le centre-ville, et eux, bien évidemment, ils ont toujours leurs clients du mercredi et du samedi qui viennent, donc ils sont de ce côté-là très rassurés. En profiter aussi pour donner quelques informations concernant l'hôpital de Luçon. L'hôpital de Luçon, nous avions été alertés vers le 20 novembre par les associations de défense des services publics et puis aussi des syndicats sur effectivement des soupçons de fermeture peut-être envisagée sur la partie entre Noël et 1er de l'an. On n'a pas eu besoin d'alerter le CHD ou de se confronter à eux parce que d'emblée, donc le directeur du centre hospitalier de Vendée, donc M. Saint-Hubert, a souhaité venir me rencontrer. Donc dès le lundi matin, le 23 novembre, il était donc dans mon bureau et en présence d'Yveline Thibault, on a reçu donc le directeur du centre hospitalier, M. Saint-Hubert, accompagné du directeur du centre de Luçon, M. Bourdon, et puis du docteur Fradin. Alors le docteur Fradin, c'est le responsable des urgences au niveau départemental. Donc la discussion a été de savoir effectivement comment pouvaient fonctionner les urgences sur Luçon en fin d'année, parce que la vraie difficulté qu'ont aujourd'hui les urgentistes, hein, M. Fradin l'a très bien expliqué, c'est que malheureusement, il n'y a pas de promotion qui sortent des écoles cette année. Donc c'est une année blanche parce qu'il y a une année supplémentaire de cours. Et on est en déficit d'urgentistes sur la Vendée. Il y a 60 urgentistes en Vendée, mais aujourd'hui, tous les ans, il y en a certains qui partent, d'autres qui arrivent. Mais là, en fait, il y a eu des départs, mais il n'y a pas eu d'arrivée. Donc il en manque quelques-uns. Pour autant, donc, les urgentistes travaillent, ils travaillent fort bien, et malheureusement trop aujourd'hui dans les épreuves qu'on subit. Et ils sont fatigués. Donc les urgentistes avaient demandé, effectivement, à ce que sur certains hôpitaux, ou en tout cas certaines urgences et SMUR,
il puisse effectivement bénéficier d'une trêve entre Noël et le 1er de l'an. C'était le centre de Luçon qui était visé. Bien évidemment, moi, je n'ai pas accepté. J'ai dit que ce n'était pas possible, ce n'était même pas envisageable, que je ne reprochais pas, bien sûr, aux urgentistes de Vendée que de vouloir effectivement se reposer, ce qui est tout à fait naturel. Mais ce que je ne mettais pas, c'est qu'en France, je pense qu'on pouvait trouver des urgentistes ailleurs et faire en sorte qu'il puisse y en avoir donc, entre Noël et le 1er de l'an. Ce qui a très bien entendu le directeur, donc M. Saint-Hubert, et qui nous a assuré qu'il y aurait donc les urgences qui seraient ouvertes 24 heures sur 24 entre Noël et 1er de l'an. Donc ça, c'est une chose. Donc il s'est engagé à faire en sorte qu'il y aura donc un suivi sur les urgences et le SMUR notamment. Et par contre, j'en ai profité bien sûr pour lui parler du fameux plan de Madame, comment elle s'appelle, Buzyn, le fameux plan Buzyn, qui fait qu'aujourd'hui, si un hôpital a moins de 15 000 effectivement, admissions dans les urgences, eh bien, les urgences peuvent malheureusement fermer. Aujourd'hui, sur Luçon, on a un peu moins de 15 000 cas. On est entre 13 000 et 14 500, ça dépend des années. Et M. Saint-Hubert m'a assuré, d'ailleurs il va nous l'écrire, il nous l'a assuré, que les urgences de Luçon ne fermeraient pas, donc arrêtons les rumeurs. Les urgences de Luçon ne fermeront pas, parce que, quoi qu'il en soit, nous sommes donc sur une zone littorale, avec bien évidemment beaucoup plus d'habitants l'été. Et surtout, nous avons 11 communes qui sont à plus de 30 minutes de l'hôpital, soit départemental de La Roche-sur-Yon, soit celui des Sables-d'Olonne, ou bien celui de La Rochelle. Donc, il est bien inscrit dans la loi que dès l'instant où vous êtes à plus de 30 minutes, les urgences doivent rester ouvertes. Donc, de ce côté-là, pas de souci, les urgences de Luçon resteront ouvertes. Alors maintenant, ce qu'on attend avec impatience, c'est effectivement l'arrivée des nouveaux urgentistes dans les mois qui viennent. Normalement, à partir du mois de juin, je crois qu'ils vont être sortis d'école. Et puis après, le problème devrait être résolu sur la Vendée, en tout cas on l'espère. Quoi qu'il en soit, avec l'association des services publics, qui ont été reçus dans un deuxième temps après par le directeur du centre départemental de Vendée, le maître mot, c'est vigilance. Donc nous restons vigilants. Nous avons bien fait savoir à ces donc, directions qu'à Luçon, depuis plus de 20 ans, on se battait pour que les services restent en place, qu'il n'était pas question qu'ils ferment. Ils ont très bien compris le message, je peux vous en assurer. Donc de ce côté-là, on peut être rassuré, quoi qu'il en soit. Alors concernant aujourd'hui donc l'hôpital de Luçon, il y a malheureusement aussi, comme dans des hôpitaux de France ou des EHPAD, ou bien évidemment malheureusement en France, des cas de Covid. Donc je vais laisser par contre la parole à Evelyne Thibault pour nous faire le point de situation, parce que je crois qu'elle a eu tout à l'heure le directeur de l'hôpital de Luçon. Merci Monsieur le maire. Oui, en effet, j'ai eu Monsieur Bourdon à 17h qui m'a donné les informations concernant donc, les cas Covid sur Luçon. Il faut savoir qu'il y a 9 cas Covid sur le centre hospitalier de Luçon, mais qu'ils sont dans une aile à part de médecine, avec une équipe renforcée pour pouvoir assurer, parce que évidemment c'est des patients qui demandent un peu plus de temps. Donc voilà, ils ont renforcé l'équipe. Il y a 2 cas Covid sur les professionnels. Et donc, ils ont tous été testés aujourd'hui. Donc, pour les professionnels, on va savoir d'ici 24 à 48 heures s'il y a d'autres cas. Et tous les patients, eux, ont été testés vendredi. Et donc, voilà, on a le résultat. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est à 9 cas Covid sur Luçon, mais qui sont bien ciblés et dans une aile. Voilà les dernières informations que j'ai du directeur, M. Bourdon. Merci Evelyne pour ces informations. C'est important parce que c'est vrai qu'il y avait un article de presse, je crois que c'était vendredi dans Ouest France, et puis c'est bien d'avoir des nouvelles, on va dire, plus fraîches encore aujourd'hui. Donc affaire à suivre, malheureusement, sur l'hôpital de Luçon. Il faut juste espérer que les urgentistes ne seront pas touchés par le Covid, parce que là, je sais pas comment on fera, déjà qu'ils sont fatigués, sinon ils sont perdre un ou deux urgentistes, ça va être délicat de laisser ça se lever. Très bien. Soyons positifs. Oui, pas le Covid. Je voudrais, moi, souligner, par contre, la grande disponibilité et l'abnégation avec laquelle tous les services œuvrent, les services
hospitaliers notamment, que ce soit à Luçon, que ce soit bien sûr dans les départements ou en France. Hein. Aujourd'hui, ils ont quand même encore énormément de travail, ils sont à bout de souffle. Heureusement, il y a des renforts qui arrivent, des réservistes qui viennent, donc ils sont d'une grande utilité et on pense bien à eux dans ces moments-là. Je peux rajouter que M. Bourdon m'a assuré que les 4 jours qui posaient problème entre Noël et le 1er de l'an, ça y est, ils ont trouvé des personnes pour assurer. Ouais, on n'en doutait pas. Bien, voilà. Donc voilà pour quelques informations sur Luçon aujourd'hui. Moi, je voudrais en profiter, avant de commencer le conseil municipal, pour encore des remerciements. Tout d'abord, remercier alors, Madame Nathalie Foucré. Alors, Madame Nathalie Foucré, c'est une commerçante de Luçon qui travaille en restauration et qui fait partie de l'ACAP, donc l'association des commerçants du pays de Luçon. Et Madame Foucré a très aimablement et très gentiment confectionné cette petite enveloppe. On va la faire passer si vous le souhaitez, enfin peut-être pas, parce qu'on ne va peut-être pas la faire passer. Mais en tout cas, je vous la montre. C'est une enveloppe qui s'ouvre tout naturellement. Merci. Et à l'intérieur de cette enveloppe, ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien fait, c'est tout fait main. Il y a encore d'autres ouvertures à l'intérieur avec d'autres petits mots. En fait, elle a répertorié tous les mots de félicitations et de satisfaction que les commerçants ont eus envers la collectivité, donc la ville de Luçon, c'est-à-dire vous, les habitants, pour l'aide apportée auprès des commerces du centre-ville pendant effectivement la première phase Covid. Donc tous les messages de félicitations sont répertoriés là. Alors bien sûr, ils sont dans mon bureau, ils sont visibles et n'hésitez pas à venir les consulter. Ça fait chaud au cœur effectivement que de se voir remercier de cette façon. Donc je voudrais remercier aussi bien sûr les commerçants, mais principalement Madame Foucré qui a donc confectionné cette belle petite enveloppe. Voilà, et moi je voudrais terminer pour en remerciement également, remercier très très chaleureusement les très nombreux messages et courriers de félicitations que j'ai reçus pour la médaille que j'ai reçue dernièrement. Cette médaille qui s'appelle l'Ordre national du mérite. Donc je remercie vraiment les centaines de Luçonnais qui m'ont soit exprimé leurs vœux par mail, par courrier aussi. Alors malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, car trop de courriers, effectivement, j'ai pas forcément le temps. Donc j'en profite ce soir pour les remercier par la voie de la télévision. Rien de très dithyrambique dans mes propos, car pour ceux qui l'ignorent, l'Ordre national du mérite, ce n'est pas une distinction ou une décoration que l'on s'accorde. C'est une distinction qui est obligatoirement proposée par des tiers. Et je suis très fier, Monsieur Bouget, quoi que vous disiez, qu'elle m'ait été attribuée au nom du Premier ministre de l'époque, Monsieur Édouard Philippe. Car cela fait plus d'1 an maintenant que cette décoration m'a été décernée. Bien sûr, nous étions en pleine période de campagne électorale, et vous comprenez bien que je n'ai pas voulu me faire remettre cette décoration à ce moment-là, n'est-ce pas ? Enfin, bien quoi qu'il en soit, elle m'a été décernée, je la porte avec fierté. Donc cette décoration, si je l'ai, c'est que je la mérite. En tout cas, je le prends pour tel. Et je vous laisse le soin, à ceux qui l'ignorent, de savoir dans quelles conditions je l'ai eue. J'ai une deuxième décoration que je porte, mais ce soir je ne les ai pas mises, c'est la médaille militaire. Et à ceux qui en douteraient, je laisse le soin aussi de savoir dans quelles conditions je l'ai eue. Je l'ai eue alors que j'avais 15 ans de service. Donc je vous laisse imaginer pourquoi je l'ai eue. À bon entendeur, salut. Maintenant, ce débat est clos et je ne veux plus en entendre parler. Simplement rajouter, si, Monsieur Bouget, vous n'aurez pas la parole, simplement rajouter qu'un ordre national, ce n'est pas une médaille en chocolat. Ce n'est pas une médaille en chocolat. Et je vous regarde dans les yeux quand je dis ça. Attention à ce que vous dites. À ce défi d'une personne sur une distinction accordée, ce sont toutes les institutions des ordres nationaux qui sont visées. Et vous les avez visées. Je peux vous dire qu'il y en a qui ne sont pas très contents aujourd'hui. Donc rien n'est dithyrambique quant au mérite de la nation. Le respect doit être de mise. Merci. On passe maintenant au conseil municipal. Donc le débat d'orientation budgétaire, donc c'est la première délibération. Je vais laisser donc découler donc cette délibération par Monsieur Arnaud Charpentier,
qui va nous lire donc le débat d'orientation budgétaire et après nous pourrons avoir un échange à ce propos si vous le souhaitez. Merci Monsieur le maire. Donc en préambule, donc, le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Donc il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière préalablement au vote du budget primitif. Il doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif et en est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants. Ce rapport est prévu à l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales. Il comporte les informations suivantes. D'une part, les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, concours financiers, fiscalité, tarification et subventions. La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière d'investissement, des informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette, les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité. Enfin, de permettre aux citoyens de disposer d'informations claires et lisibles, ce rapport est mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans un délai d'1 mois après son adoption, selon le décret 2016-834 du 23 juin 2016. Il est également transmis au président de la communauté de communes dans les 15 jours qui suivent sa tenue, selon le décret 2016-841 du 24 juin 2016. Le DOB intervient plus tôt dans cette année car le vote du budget sera également proposé plus tôt en raison du changement logiciel comptabilité prévu au premier trimestre 2021. Il est important de rappeler le contexte dans lequel va s'inscrire l'exercice budgétaire de l'année 2021. Ce contexte économique et financier profondément bouleversé par la crise sans précédent. Donc au niveau mondial, selon la FMI, l'économie mondiale devrait cumuler plus de 12 000 milliards de dollars de pertes en 2020 et 2021 à cause de la pandémie, tandis que 300 millions d'emplois à temps plein sont menacés dans le monde. Dans la zone euro, au sein de l'Union européenne, le PIB devrait se contracter de 8 à 9% en 2020. L'Union européenne a prévu un plan de relance historique à hauteur de 750 milliards d'euros pour faire face à cette crise sanitaire. Ce plan serait ainsi réparti. 500 milliards sous forme de subventions accordées aux pays les plus durement touchés par la crise, en premier lieu l'Italie et l'Espagne. Les pays bénéficiaires devraient présenter un plan d'investissement et de réforme compatible avec les objectifs de transition écologique et numérique que l'Union européenne s'est fixés. 25 milliards sous forme de dette aux États membres. Cette décision prise en juillet dernier vient s'ajouter aux 540 milliards validés au mois d'avril 2020. En France, présenté le 3 septembre dernier, la France Relance, le plan de relance de l'État, a pour objectif de donner une nouvelle impulsion pour la relance et la reconstruction en mobilisant un montant de 100 milliards d'euros, dont 40 proviennent du financement de l'Union européenne. Le PIB, pour l'année 2020, devrait diminuer de 9%. Le plan de relance améliorerait le PIB à hauteur de 1,1% pour 2021 et le taux de croissance serait de 7%. Le déficit atteindrait 8,9% du PIB, ce qui est un maximum historique. En 2021, ce déficit devrait s'établir à moins 6,3% du PIB. La baisse des revenus dans les ménages devrait se limiter à 5 milliards et l'épargne pourrait augmenter, représentant 86 milliards d'euros sur l'année 2020. En fin de l'année 2020, le taux de chômage serait de 11%. Il devrait atteindre 9,6% fin 2021. Les chiffres pour 2020. Donc le budget de l'État, c'est 574,2 milliards d'euros. Le PIB, 2312 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020. Et la dette publique est de 2638,3 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020, soit 114,1% du PIB. Vous avez l'évolution de la dette 2019-2020 dans le tableau. Vous avez ensuite le déficit public estimé à 11,3% du PIB pour 2020. La dette publique est estimée à 119,8% du PIB pour 2020 et le déficit de l'État est estimé à 222,9 milliards d'euros pour 2020. Pour 2021, les estimations, la dette publique serait à 116,2% du PIB et le déficit de l'État à 152,8 milliards d'euros. Les sources impôts.gouv.fr disponibles pour tout le monde. Projet de loi de finances. De la baisse des impôts de production à la territorialisation du plan de relance, en passant par l'évolution des dotations et la neutralisation des indicateurs financiers, de la péréquation après la suspension
de la taxe d'habitation. Au total, 9 des 58 articles du projet de loi de finances 2021 auront un impact direct sur les finances locales. Le plan de relance de 100 milliards d'euros, ce plan poursuit 3 grands objectifs. D'une part, la transition écologique, la compétitivité des entreprises, ainsi que la cohésion sociale et territoriale. Pour les collectivités, près d'un tiers de la somme annoncée devrait être consacrée aux missions d'aménagement du territoire. Une partie des crédits seront déconcentrés aux préfets de départements et de régions. Ensuite, la baisse de plus de 10 milliards d'euros des impôts de production. Cette diminution est destinée à réduire les taxes qui pèsent sur les entreprises, indépendamment de leurs résultats, et à redresser leur compétitivité. Le bloc communal sera touché à hauteur de 3,29 milliards d'euros. 3 impôts seront concernés. D'une part, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, suppression de la part régionale, donc 7,25 milliards d'euros. Ensuite, on retrouve la cotisation foncière des entreprises, la CFE, diminution de 1,75 milliard liée à la modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation des valeurs locatives des établissements industriels, puis la taxe foncière sur les propriétés bâties avec une diminution de 1,54 milliard. On retrouve ensuite la stabilité des dotations. Conformément aux promesses prises en début de mandat, le gouvernement ne baissera pas les concours financiers de l'État aux collectivités par la 4e année consécutive. Ils seront même en légère augmentation de 1,2 milliard d'euros l'année prochaine pour atteindre 50,3 milliards. Concernant la dotation globale de fonctionnement, la DGF reste stable à hauteur de 26,8 milliards d'euros, 18,3 milliards d'euros pour le bloc communal et 8,5 milliards d'euros pour les départements. Vous avez en dessous le graphique de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités depuis 2014. Vous retrouvez ensuite la DSR et la DSU qui augmentent chacune de 90 millions d'euros. Les montants de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, de la dotation de soutien à l'investissement local, le DISIL, de la dotation de soutien à l'investissement des départements, le DSID, et la dotation de la politique de la ville, la DPV, seront reconduits au niveau de 2020. On retrouve ensuite un autre volet avec la suppression de la taxe d'habitation et la réforme de la fiscalité locale. Amorcée en 2018, la suppression de la taxe d'habitation se poursuit. Après des réductions de 30% la première année et 35% la deuxième année, ce sont 80% des ménages qui ne payent plus la taxe d'habitation depuis 2020. Les 20% des ménages encore redevables de cette taxe bénéficieront de 2 baisses successives, l'une en 2021, l'autre en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera la taxe d'habitation sur sa résidence principale. Seule sera retenue la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locations meublées non affectées à l'habitation principale, ainsi que la taxe d'habitation sur les logements vacants. À compter de 2021, la perte du produit de la taxe d'habitation pour les communes est compensée par le transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. Un coefficient correcteur sera également mis en place afin de neutraliser les écarts de compensation. Le tableau suivant reprend l'ensemble des incidences de la réforme sur les finances des collectivités territoriales. Vous avez donc sur la partie gauche de votre schéma l'ensemble des informations, régions, départements, les EPCI et les différentes communes. Vous retrouvez d'autre part les bases d'imposition. Les bases d'imposition seront revalorisées en fonction de l'inflation constatée en novembre. Bon, je vous laisse lire la petite équation. Pas facile à dire, mais pour un prof de maths, ça ira. Petit clin d'œil. Les incertitudes actuelles nous invitent à... Oui, je sais. Tout à fait. C'est pour voir si vous suiviez. Les incidences actuelles nous invitent à une très grande prudence. Donc on arrive donc aux orientations du budget primitif 2021 qui nous concerne un peu plus sur la ville de Luçon. Le budget de fonctionnement pour 2021. On retrouve les dépenses de fonctionnement. Donc d'une part, les charges générales. Les charges à caractère général évoluent en fonction de l'évolution des prix des matières premières et des fournitures, mais aussi en fonction des nouveaux équipements et des services à la population. Depuis 2014 et le début de la baisse des dotations orchestrées par l'État, les adjoints ainsi que le personnel ont travaillé pour diminuer les charges de fonctionnement liées à leur activité tout en maintenant la qualité de service rendue aux usagers. Les efforts consentis ont donné des résultats plus que satisfaisants. En effet, les charges à caractère général ont diminué de 10,1% sur la période 2014-2019, soit une diminution annuelle d'un peu plus de 2%. L'objectif reste la maîtrise de ces charges et un maintien de volume de ces dépenses identique à celui d'aujourd'hui. Vous avez les mêmes informations, évolution des charges à caractère général d'un point de vue graphique.
Pour 2021, l'inscription sera de 2 427 000 €, soit plus 0,90%. En ce qui concerne les charges de personnel, le montant du budget du personnel devra intégrer, comme les années précédentes, l'évolution du GVT, donc le glissement vieillesse technicité, la poursuite du PPCR, donc parcours professionnel, carrière et rémunération, et des nouvelles mesures, la prime de fin de contrat de 10% dans la fonction publique, ainsi que la création de 4 postes en parcours emploi compétences. Pour 2021, l'inscription sera de 5 165 000 plus 1,5%. On retrouve ensuite les subventions aux associations. En l'état actuel, les enveloppes réservées aux associations restent identiques. Cependant, face à la crise sanitaire, une inscription complémentaire sera prévue pour aider les associations en difficulté, notamment celles ayant des salariés. On retrouve ensuite les dépenses réelles de fonctionnement à périmètre constant, comme le précise la loi de programmation. L'évolution est la suivante. Vous avez donc un graphique des dépenses réelles de fonctionnement en 2000. Donc vous voyez une baisse depuis 2015 jusqu'à 2019. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc l'imposition, donc les bases d'imposition seront revalorisées en fonction de l'inflation. Le calcul est réalisé sur la base de l'inflation constatée au mois de novembre, qui n'est pas connue à ce jour. Dans le même temps, et pour le 12e année consécutive, la ville n'augmente pas ses taux. La dotation globale de fonctionnement, donc la DGF par habitant, devrait se situer entre 146 et 150 € par habitant. Et vous avez donc ensuite l'évolution de la DGF par habitant, et donc on se situe entre 146 et 150. La tarification, les tarifs de la ville ne devraient pas beaucoup évoluer. Cependant, une réflexion est en cours concernant la location des infrastructures à caractère culturel. Vous avez ensuite la section de fonctionnement qui pourrait se présenter ainsi pour l'année 2021. Donc pour le 011, 2 400 000, donc pour le BP 2021. Donc sur la ligne 011, charges à caractère général, 2 427 000. Pour les charges de personnel, donc 5 165 000. Ensuite pour la ligne 14, atténuation des produits, donc 18 000 €. Pour les virements à la section d'investissement, donc 1 665 000. Pour le chapitre 42, opérations d'ordre entre sections, donc 332 000. Autres charges à gestion courante, 1 072 000, excusez-moi. Pour les charges financières, 500 000 €. Les charges exceptionnelles, 10 000 €, soit un total de dépenses de fonctionnement de 11 189 000 €. Ensuite, on retrouve donc atténuation de charges, donc 50 000 €. Opération d'ordre entre sections, 103 000 €. Pour la ligne 60, donc produits des services, 469 000 €. Impôts et taxes, donc 8 674 000 €. Dotation et participation, 1 606 000 €. Autres produits de gestion courante, donc on retrouvera là 263 000 €. Pour les produits financiers, 14 000. Les produits exceptionnels, 10 000, soit un total de recettes de fonctionnement de 11 189 000. Et nous sommes à l'équilibre. Une fois qu'on a fini le fonctionnement, on va donc passer sur le budget d'investissement pour 2021. Pour l'année 2021, les principaux investissements seront les suivants. Donc l'acquisition du collège Bossir pour 850 000 €. Vous avez les travaux dans les écoles pour 65 000 €. Travaux dans les salles de sport pour 94 000 €. La réfection du kiosque pour 342 000 €. Les effacements liés au très haut débit, la fibre, 300 000 €. Travaux liés à l'ADAP pour l'accessibilité, donc 87 000 €. La vidéoprotection, 25 000 €. Acquisition et travaux de l'espace Vrignot, 708 000 €. Toiture de la MDSF, 100 000 €. Programme de voirie, 770 000 €. Les gros travaux dans les bâtiments, 66 000 €. La subvention à l'habitat pour les particuliers, 20 000 €. Renouvellement de véhicules, 40 000 €. Et le renouvellement de matériel, 74 000 €. Pour l'année 2021, le budget d'investissement pourrait s'équilibrer de la manière suivante. Donc en ce qui concerne les dépenses, donc opération d'ordre entre sections, 103 000 €. Le remboursement d'emprunt, 1 152 000 €. Les immobilisations incorporelles, 84 000 €. Les subventions d'équipement versées, 20 000 €. Les immobilisations corporelles, 1 881 000 €. Et les immobilisations en cours, 1 556 000 €. Soit un total de dépenses d'investissement de 4 796 000 €. En ce qui concerne les recettes, donc le virement de la section de fonctionnement, 1 655 000 €.
Opérations d'ordre entre sections 332 000 euros. Les dotations de fonds diverses réserves 315 000 euros. Les subventions d'investissement 720 000 euros. Et on retrouve ensuite les emprunts de dette et dettes assimilées 1 764 000 euros. Soit un total de recettes d'investissement de 4 796 000 euros. En ce qui concerne le plan pluriannuel d'investissement, donc le programme de réfection de la voirie va se poursuivre. On retrouve des travaux qui seront engagés pour permettre au Collège Bossire d'accueillir l'école du centre. Le plan d'eau des Guiffettes sera réhabilité. Les travaux liés au passage de la fibre seront étalés sur 5 ans. Il reste donc une année à payer en 2022. L'espace Vrignot sera aménagé pour accueillir un projet touristique en collaboration avec la communauté de communes. En assainissement, une nouvelle station d'épuration verra le jour. Ensuite, on retrouve la dette. La commune poursuit son programme de désendettement de la ville, qui s'élève aujourd'hui à 12 937 672 et 12 centimes, soit une diminution de plus de 7,8 millions d'euros en 12 ans, ce qui correspond à un désendettement moyen de 654 000 euros par an. On retrouve ainsi l'évolution de la dette depuis 2008 jusqu'à 2020, et donc l'extinction de la dette, bien évidemment, qui s'arrêterait en 2037 s'il n'y avait plus aucun emprunt. La structure de la dette, on retrouve ainsi la structuration de la dette avec donc taux fixe A1 donc pour 7 477 420 euros et 37 centimes. On retrouve donc les taux variables A1 de type A1, donc 1 234 860 et 3 centimes. On a les emprunts structurés D4 pour 2 990 531 et 69 centimes. Et l'emprunt structuré F6 qui nous représente 1 234 860 euros et 3 centimes. Avec un taux moyen de 3,8% et une majoration des taux fixes, la structure de la dette est globalement bien équilibrée. Si on passe sur la capacité d'autofinancement, la capacité d'autofinancement est le moyen dégagé en fonctionnement pour rembourser les emprunts et autofinancer, comme son nom l'indique, les dépenses d'équipement. Les efforts réalisés ces dernières années ont permis de la faire progresser considérablement. Vous voyez que la CAF brute est passée au-delà de 2,5 millions à partir de 2017 et aujourd'hui, 2019, on était à 2,7 millions. La capacité d'autofinancement reste très nettement au-dessus de 1 million depuis 2009 et depuis 2017 largement au-dessus de 2 millions. La capacité de remboursement de la dette se mesure en divisant l'encours de dette par le montant de la CAF brute. Il permet de déterminer le temps théorique nécessaire au remboursement des dettes de la commune en cas d'affectation de la totalité de la CAF brute à ces remboursements. En ce qui concerne l'évolution de la CAF ainsi que le désendettement entraînant une amélioration du ratio, nombre d'années de CAF nécessaires au remboursement de la dette, qui pour la 3e année consécutive est inférieur à 6 années. Pour l'année 2020, même avec un calcul de la CAF brute lié à la crise du Covid, ce ratio restera sous les 6 années. Vous avez donc le graphique par la suite avec le nombre d'années des CAF nécessaires au remboursement de la dette. Une représentation schématique de ce que l'on vient de dire. Ensuite, on peut passer donc aux objectifs. L'article 13 de la loi 2018-32 du 22 janvier 2018 nous demande de présenter les objectifs de la commune en matière d'évolution des dépenses de fonctionnement et de besoins de financement sur les périodes 2018-2022, tout budget confondu. On pourra s'interroger sur la pertinence d'intégrer des budgets annexes compte tenu des spécificités de financement de chacun. On parle du budget d'assainissement en ce qui nous concerne. En l'état actuel des choses, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le financement des collectivités territoriales, une première approche permet de vous présenter les éléments suivants. Donc vous avez les évolutions des dépenses de fonctionnement avec une augmentation donc jusqu'en 2025. Vous voyez ainsi les différents chiffres et une évolution de besoins de financement avec un emprunt en 2023 de 820 000 selon les perspectives d'investissement. Évolution des besoins de financement annuels est calculée comme les emprunts minorés des remboursements de la dette. Ensuite, on vous détaille les budgets annexes. Donc, en assainissement, les travaux rue Rambaud seront réalisés ainsi que la création de la voie d'accès de la future station d'épuration. Et le budget de la maison de santé pluriprofessionnelle bénéficiera d'une participation supérieure dans la mesure où quelques travaux sont prévus. Amélioration de la couverture téléphonique, isolation phonique d'un cabinet. Très bien, merci. Bon ben voilà, donc les grandes orientations donc budgétaires pour cette année 2021 vous ont été présentées. Avez-vous des remarques? Est-ce que vous voulez revenir sur certaines, sur le fonctionnement, les investissements? Est-ce que vous avez donc quelques petites choses
à formuler. Oui, oui. J'espère que les échanges seront cordiaux, M. Bonin. Juste avant de commencer, votre agacement était à la hauteur de ma surprise. Je crois que vous n'avez pas bien compris l'article qu'on a pu passer dans le petit illustré. Je vous ai dit de vous taire, on arrête, on n'en parle plus, c'est terminé, d'accord? C'est bon. Donc je parle pour l'ensemble des... Voilà, c'est ça. Exactement. Ce qui était dit hier en ce n'était pas votre remise de médaille, hein, c'était l'article. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Que vous ayez des médailles, ça n'en regarde que vous. Non, mais que vous le mettiez en première page, ce qui est dithyrambique, c'est ce que vous dites justement bien après. Donc ça suffit, on n'en parle plus. En tout cas, je voulais juste préciser, ce n'était pas votre médaille, l'article, c'est tout. Après, vous prenez comme vous voulez. Vous pourrez le reformuler dans vos prochains discours et puis textes que vous mettrez en avant, il n'y a aucun problème. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas le formuler, parce qu'on l'a déjà formulé une fois. Moi, ça ne me dérange pas je ne toucherai pas en tout cas l'article. Mais ce n'était pas pour vous attaquer vous, en tout cas, vous l'avez mal compris. Non, mais ce que je voulais vous dire, vous, c'est que quand vous m'attaquez, ou quand vous attaquez justement les institutions, faites très attention, c'est ce que je vous ai dit tout simplement. Je n'attaque pas voilà. l'institution, Donc monsieur. c'est bon. C'est bon. Le fait de mettre en première page cet article, point. Que vous ayez des médailles, ça ne regarde que vous. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Vous ayez 10, 20, 30, 50 médailles. Ouais, non mais. C'est super pour vous. Attention, ça va très loin ce que vous êtes en train de me dire actuellement. Je crois que vous ne comprenez pas, je suis désolé. En toute cordialité, on va essayer de faire un petit peu de débat d'orientation budgétaire avec ce rapport. Juste une petite remarque par rapport peut-être à la page 14 pour le budget d'investissement pour 2021. Le tout premier point, acquisition du collège Bossière. Voilà, 850 000 €. C'est la troisième fois que l'acquisition du collège Bossière est mise dans un DOM. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir par l'acheter. On l'a eu il y a 2 ans à 1 100 000 €, on n'a pas acheté. L'année suivante, il était à 770 000 €, on n'a pas acheté. Cette année, il est à 850 000 €. Donc je ne sais pas pourquoi chaque année, il revient comme ça le collège Bossière. Alors, pour la formulation, le collège Bossière, que l'on acquiert auprès du département, ne pouvait être acquis que lorsque les travaux du mur de séparation entre la caserne et le futur complexe seraient faits. Donc c'était ça, vous comprenez? On ne pouvait pas donc acquérir le collège Bossière tant que le mur n'était pas fait. C'était donc une demande et une exigence du département. Le mur a été donc terminé il y a quelques semaines. Il a été maintenant donc réceptionné, on a réceptionné donc les travaux, si bien qu'on peut maintenant acheter le collège dans toute quiétude. Voilà, c'est la réponse. D'accord. Au niveau des prix maintenant, 1 100 000, 770 000, 850 000. On a fait l'acheter un peu plus tôt, ça remonte. Je sais pas comment ça se fait que ça remonte. Je sais pas, enfin moi j'ai toujours eu ces chiffres-là. J'ai pas vous avez l'estimation, enfin non, le prix de vente, non, je sais plus. On l'avait passé au conseil municipal. Oui, le 25 février 2020, ouais. Pour être précis, il était à 772 000 € de mémoire. Et l'avis des domaines l'estime à 770 000 €. Alors, je sais pas pourquoi on a fait oui, c'est peut-être ça doit être en hors taxe, peut-être, hein, je ne sais pas, il faut regarder. Pardon? Frais de notaire aussi, oui. Mais enfin bon, c'est le tarif demandé, hein, il n'y a pas de surprise. 850, voilà. Très bien, c'est le dernier prix. Donc on achètera cette année, tant mieux. Oui, ça y est, oui, la signature, on va la faire là, dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, elle aurait même déjà dû être faite, mais bon, malheureusement, les notaires ne sont pas forcément très accessibles. Comme je vous dis, on a réceptionné maintenant, les travaux du mur sont faits, les dépôts de permis donc, du futur collège sont en cours. Maintenant, donc, on peut acquérir le collège. Voilà. Pour le kiosque, réflexion du kiosque à 342 000 €. En 2020, dans le DOM, on devait faire les travaux pour 320 000 €. Donc là, vous remettez le kiosque encore. Cette fois-ci, il y a 22 000 € de plus. Il faut qu'on fasse ces travaux, parce que ça va continuer à monter. On va atteindre les 400 000 €. Oui, mais là-dessus, je suis le premier surpris. Hein. Non, mais souvenez-vous, enfin, vous n'étiez pas là. Hein. On a commencé à 190 au départ. 190 000 €. C'est ça qui m'inquiète. Ouais, mais vous êtes, je suis aussi inquiet que vous. Donc on a commencé à 190, on est passé à 260, et maintenant on est à 430, hein, c'est ça, ou 342, 340. Donc demain matin à 9h, j'ai l'architecte donc dans mon bureau, et on va avoir des explications. Très bien.
Voilà. Non, Parce mais que ça commence à faire beaucoup, non, mais je suis comme vous, hein, je découvre au fur et à mesure. Alors maintenant, on me parle d'un plancher bois, parce qu'il faut mettre un plancher bois dans le kiosque. Je vous laisse deviner le coût du plancher. Un chiffre. trop cher. 88 000 € un plancher. Donc demain matin, je vais avoir des explications donc avec effectivement l'architecte. Parce que je suis comme vous, hein, je suis un petit peu dubitatif par rapport à des chiffres comme ça. On est passé de 190 à 340. Bon, après, maintenant, attention, il y a peut-être des explications qui sont valables. En tout cas, moi, je vais recevoir cette personne. Donc demain matin, avec les plans, on va pouvoir discuter ensemble, effectivement, du devenir de ces kiosques. Ok. Je pense qu'il y a un souci d'entretien, mais en fait qu'on entretienne un peu plus régulièrement. Là, on voit qu'à laisser un petit peu le temps faire, ça fait des gros dégâts quand même, surtout au niveau de l'affection maintenant. Je m'inquiète un petit peu aussi de l'absence de pistes cyclables. En 2020, dans le DOB, on avait des pistes cyclables pour 150 000 €. Là, apparemment, il n'y a pas de piste prévue cette année, en 2021. Oui, alors là, on s'est inclus dans le programme de voirie, sachant qu'aujourd'hui, on est dans une démarche. Donc, on a lancé un marché pour effectivement avoir une étude sur la voirie de Luçon et effectivement le devenir, notamment entre le stationnement, les circulations, les voies douces. Donc, il faut qu'on parte effectivement d'une étude. Ensuite, cette étude va être présentée bien sûr au comité consultatif qu'on a créé. Et avec le comité consultatif, ils travailleront sur ce programme. Donc là, aujourd'hui, dans les 770 000 €, alors c'est inclus dans les 770 000 €, il y en a un petit peu également dans l'ADAP. Quand vous avez l'ADAP, vous avez aussi des petits morceaux de pistes qui sont à l'intérieur. Tout ça, c'est mélangé. On est vraiment sur le débat d'orientation budgétaire. Très bien. Dernière remarque par rapport à ça, on peut aussi repérer la baisse des investissements. On serait à 1 665 000. En 2020, on était à 4 millions et quelques. Donc on diminue quand même fortement les investissements du centre. En 2020, on était à 4,3 millions de mémoire, je crois. Oui. Moi, il n'y a plus qu'à 1,6 million. Donc forte baisse des investissements. Ce qui peut expliquer aussi, et je vous en félicite, la mission de la dette, mais c'est clair, en n'investissant pas, la dette elle ne peut que diminuer, tant mieux pour nous, mais il faut aussi penser un petit peu aux Luçonnais qui auraient peut-être envie de voir des investissements faits sur la ville. On n'a pas les mêmes chiffres. Les investissements, rien que cette année, quand vous calculez là, on en a pour 3 500 000 €. C'est ce que je dis. Et ouais. là, pour 2021, on serait qu'à 1,6 million, donc il y a une forte baisse des investissements. Mais non, on est à 3,5 millions là. Là, ici, là. On parle de 2021. Oui. Ce qui serait prévu en tout cas pour 2021. Il y a une baisse. Forte baisse. Non, attendez, quand vous dites investissement, vous parlez de quels investissements là? Je ne comprends pas. Ce qui serait prévu pour 2021. Ah oui, d'accord, oui, ok. D'accord. Ok. Oui, parce qu'autrement, ce sont les reports, effectivement. Donc forte baisse. Oui, mais on fera beaucoup de choses, vous allez voir. Je n'attends que ça. Page 17, il me semble qu'il y a une erreur en page 17 sur la structure de la dette. Prof de maths que je suis, Arnaud Charpentier, remarque que c'est très étonnant qu'on ait deux fois la même valeur, 1 234 200,03, et pour le taux variable A1 et pour le principe de F6. Je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais ce serait trop une grosse coïncidence. Je pense qu'il y a eu un mauvais report, mais pourtant, les totaux semblent bons. Je ne sais pas si... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un copier-coller, entre guillemets, si je me trompe pas en tout cas. Il y a certainement un copier-coller. Par contre, les totaux sont exacts. C'est ça qui est... Il y a peut-être une différence sur un autre emprunt. Ouais. C'est bien quand c'est cordial, comme ça, moi je préfère. C'est plus calme. L'avant-dernière page, page 20, s'il vous plaît. Monsieur Charpentier, vous l'avez lu, en 2023, il y a un investissement, il y a un emprunt de 820 000 €. C'est un nombre assez particulier. C'est un prévisionnel, c'est-à-dire c'est par rapport à notre prospective financière, donc d'investissement sur effectivement le mandat. On serait susceptible de devoir emprunter 820 000 € effectivement à ces deux dates-là. Pour l'instant, ce n'est qu'une prévision. Tout dépendra effectivement si nous menons nos projets à terme et si nous continuons effectivement dans la prospective telle qu'elle est définie. Mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite.
D'accord. C'était juste de 820 Ouais, bien sûr. 000 euros. 800 000, 900 000, 1 million. 820 000, ça fait quelque chose d'assez précis. Non, c'est un chiffre, voilà. Très bien, vous avez répondu à mes questions. Oui, alors simplement cette année, là, vous verrez, enfin, parce que là, donc c'est vraiment le débat d'orientation budgétaire. Quand on va faire le budget prochainement, on va inscrire effectivement, on va inscrire un emprunt. Parce que comme on va donc voter, enfin, le compte administratif qu'au mois de juin, entre les deux, il va falloir, on va inscrire un emprunt, mais un emprunt que l'on ne fera pas, bien évidemment, hein, qui sera ensuite amoindri lorsqu'on aura le compte administratif. Donc c'est juste pour l'information. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non? Mais écoutez, je vous remercie. Donc c'était le débat d'orientation budgétaire. On continuera bien évidemment le 15 décembre, lorsqu'on présentera le budget, à pouvoir débattre justement sur après le budget et les futurs investissements, fonctionnement, etc. de la collectivité. Très bien, donc on vous demande de prendre acte de la tenue de ce débat, ça, ce n'est pas un vote, donc merci pour cela. Alors deuxième délibération, c'est donc l'acquisition d'un bien immobilier donc d'une superficie de 917 m² au 6-1 place Richelieu. Hein, donc considérant que dans le cadre de cette opération, la collectivité souhaite acquérir la maîtrise foncière d'un bien donc au 6-1 place Richelieu, 85 400 Luçon, un parcelle cadastrée AP 569 d'une superficie de 917 m². Donc il y a eu un avis de France Domaine hein, en ce sens, hein, qui est annexé d'ailleurs. Hein. Alors sur la proposition de vente de la société donc, DNL Richelieu portant sur la parcelle, donc, pour un montant de 600 000 euros. Donc on a eu la promesse bien sûr de l'agence immobilière, hein, exposant bien sûr les modalités et les conditions de vente, avec également donc, des frais d'acte de 43 000 euros. Voilà, donc on vous demande d'approuver l'achat de ce bien donc, de Luçon pour un montant global de 600 000 euros donc, et 43 000 euros de frais d'acte. Et on vous demande d'autoriser, bien sûr, à ce que je puisse signer tous ces documents. Alors, comme on l'avait déjà exprimé hein, lors de la commission finances, c'est vrai que ce bâtiment, c'est un vestige donc, de la ville de Luçon. Hein. Il y a quand même une entreprise qui a été fondée là, donc l'entreprise Vrignot en 1812, hein, qui était négociée en liqueur. Hein, cette demeure donc, illustre l'histoire vraiment de cette famille, et puis aussi au fil des siècles, donc de la création industrielle, donc à base de café, des plantes, d'épices, hein, ou encore de fruits exotiques, qui venaient donc et qui arrivaient par le port de Luçon. Hein. Cette famille, donc Vrignot, a obtenu 2 médailles d'or hein, qui ont été gagnées en exposition universelle de Paris en 1889 et en 1900. Hein. Ça atteste donc de la notoriété de cette famille de distillateurs. Ce bâtiment regorge de nombreuses pièces hein, et de salons dont la hauteur et les proportions invitent à la déambulation, à la contemplation ou encore à la conversation. Hein, comme vous pourrez le voir quand je pense qu'on ira le visiter une fois qu'on l'aura acquis, on vous invitera donc effectivement à venir le voir. La ville de Luçon souhaite bien sûr conserver cet héritage patrimonial remarquable hein, en y créant à l'intérieur donc un pôle culturel et touristique. La création d'un musée autour de notre histoire luçonnaise et vendéenne, la mise en valeur d'un office de tourisme accueillant, valorisant les richesses de notre territoire de Sud-Vendée littorale. On espère pouvoir y créer aussi à l'intérieur un espace similaire, des salles d'exposition temporaires éventuellement, hein, ouvertes aux artistes locaux, et aussi une boutique commerciale pour renouer bien sûr avec la tradition séculaire du lieu. Voilà, donc on espère à travers tout ça être les témoins effectivement du dynamisme qu'avait déjà l'entreprise Vrignot et de la perdurer à travers cet espace. Voilà. À savoir que l'espace Vrignot a été fermé donc, en mars 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que c'était beaucoup plus vieux, mais non, c'est en mars 2018, donc ça fait 3 ans bientôt. Malheureusement, quand on est à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a eu, du fait du manque d'entretien, il y a donc des détériorations qui se font dues à des infiltrations d'eau. Donc il est nécessaire très rapidement de pouvoir effectivement effectuer des travaux à l'intérieur. Voilà. Donc l'avis des domaines était de 600 000 euros. La première proposition qui avait été faite était quand même de 840 000 hein, par l'agence immobilière. Donc on l'acquiert
par rapport à ce qui avait été demandé, c'est-à-dire 600. Je pense que c'est une opération quand même qui est intéressante, sachant que sur les 643 000 euros, on va le voter juste après. Dans une délibération, on a une subvention du département qui va nous être accordée donc de 86 500 euros, ce qui est une bonne chose. Et puis le 15 décembre, une belle deuxième surprise, c'est dans le cadre de la DETR, donc l'État va inscrire donc 192 000 euros également pour l'acquisition du bien. Donc ça veut dire qu'il restera à la charge, en fait, sur 643, il nous restera 363 000 euros donc à la charge de la collectivité. Ce qui est déjà, c'est conséquent, mais c'est quand même pas mal. Je crois qu'on a bien travaillé dans les recherches de financement, alors qu'il a fallu aller très très vite. Et puis surtout, où je n'ai pas d'inquiétude, c'est que dans la foulée, lorsqu'on va commencer à faire les restaurations, j'ai déjà la certitude que des fonds vont arriver, qui devraient nous permettre effectivement de très très rapidement, et même plus rapidement que prévu, eh bien, redorer ce bien et surtout refaire tous les travaux qu'il y a à l'intérieur, qui sont quand même conséquents. Pour l'instant, ils ne sont pas encore tout à fait évalués, au moins pour la rénovation immédiate, mais je pense quand même qu'on en a pour quelques centaines de milliers d'euros, donc il faut qu'on trouve les financements pour que ça coûte le moins possible aux Luçonnais et également à la communauté de communes, pour que très rapidement on puisse intégrer les lieux, y mettre l'office de tourisme et puis tout ce qu'on vous y a décrit précédemment. Voilà ce que je pouvais dire sur ce bien. Avez-vous des remarques? Oui, on avait échangé en commission finance. On vous avait dit que 600 000 euros, ça nous paraissait beaucoup. Vous avez évoqué l'avis des domaines. C'est sûr, je pense qu'on aurait pu l'avoir à moins cher, si je veux dire maintenant. Surtout quand on compare avec le Bossière. Le Bossière qui est situé sur une parcelle de 3300 m². Là, il n'y a que 900 et quelques mètres carrés. Le Bossière a beaucoup plus de pièces et de bâtiments. 770 000 pour le Bossière, 600 000 ici. Mais ce qui est le plus embêtant, le plus ennuyant pour la commune, je pense que ce sera surtout les travaux qui vont venir, qui sont difficilement chiffrables pour le moment. L'avis des domaines fait état d'ailleurs d'un problème au niveau de la charpente, de la toiture, de l'infiltration d'eau. J'espère qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises. À l'heure où beaucoup de collectivités se séparent justement de bâtiments, nous on en acquiert un, c'est risqué. Je pense qu'on est d'accord, il faut sauver des bâtiments, c'est sûr. Je pense plutôt que c'était à un privé de le faire. On a parlé du fait que c'était un vendeur de liqueurs qui était dans le bâtiment. Un vendeur de vin voulait l'acquérir il y a quelques années. C'est dommage qu'on n'ait pas pu les aider à acquérir ce bâtiment, puisque voilà, le souci, je pense que ça va être dans les années à venir, les travaux et les mauvaises surprises. On sait tous que les artisans, lorsque c'est une collectivité territoriale qui fait des appels d'offres, sont peut-être pas toujours au niveau d'un appel d'offres fait par un privé, entre guillemets. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, tant mieux, on le sauve, c'est super, mais il y a un mais. Moi, pour donner la complémentarité à mon propos, pourquoi on l'achète et si rapidement? D'abord, 600 000 euros, c'était plus monnayable. On est quand même passé de 840 à 600. Quand même, je pense que les tractations ont été intéressantes, n'est-ce pas, François, qui m'a aidé dans cette démarche. Et puis surtout, c'est que je préfère le garder dans le giron de la commune pour en relever ce patrimoine, plutôt que de voir un marchand de sommeil, comme c'était envisagé, y faire des logements pour tout et n'importe quoi. Donc faisons attention, autant dans d'autres coins reculés où on peut effectivement concevoir certaines choses, mais en plein cœur de ville, juste en face de la cathédrale et sur ce bâtiment, c'était inadmissible que de le voir partir auprès donc, de marchands de biens. Et on sait très bien comment ça se passe derrière. Hein. On connaît un petit peu cette démarche. Donc moi, en tout cas, je ne l'appréciais pas. Et je pense que tous les gens qui sont les Luçonnais, ceux qui connaissent l'histoire de Luçon, ceux qui ont vécu là, qui y vivent encore et paisiblement, je pense qu'ils avaient besoin effectivement que ce lieu redevienne ce qu'il était, un lieu de convivialité, un lieu de villégiature, un lieu dans lequel on s'y retrouvera par tout ce qu'on va y créer, par tout ce qui va être animé à l'intérieur. Voilà un petit peu la démarche dans laquelle on s'est inscrit. Je pense que c'était nécessaire. Maintenant, c'est toujours trop cher, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai qu'après, il y aura des charges de fonctionnement derrière, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la communauté de communes, donc on part dans un partenariat, notamment avec l'Office du tourisme. Donc c'est avec ça, effectivement, c'est avec eux aussi qu'on travaille pour rénover ce bien. Dernière remarque par rapport à ça,
Le projet du musée va nous coûter de l'argent. Vous parlez de charge de fonctionnement, hein, qu'on peut estimer entre 150 000 et 200 000 euros par an. Voilà, c'est encore une charge supplémentaire après. Est-ce que ça va faire venir du monde? Est-ce que les autocars vont s'arrêter entre le cloître et le bâtiment de Vrignot parce qu'il y a un musée? Je ne suis pas sûr. Ben, moi, j'en suis persuadé. Ça, c'est votre réflexion. Il vous appartient. Donc, la nôtre, elle est complètement différente. Attention, quand je parle d'un musée, on ne crée pas un musée comme ça. Hein. Un musée, il va falloir au moins, je ne sais même pas si dans le cours du mandat, on pourra effectivement déterminer le nom de musée. Dans l'immédiat, ce qu'on veut y faire, c'est un espace donc, où on puisse y avoir des expositions temporaires, hein, éventuellement, mais pour y faire venir un musée, elle n'est pas là, Stéphanie, c'est dommage, parce que ce soir, elle aurait pu vous l'écrire mieux que moi. Dans la démarche, il y a vraiment tout un circuit à faire, hein, et puis des dossiers qui sont très conséquents à monter, ça ne se fait pas comme ça. Après, derrière, on a des financements, bien évidemment, et on les espère. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place avec la commission culture. Ils vont commencer à travailler sur ce document et sur ce dossier, qui est très riche en même temps. Donc, nous voterons pour l'acquisition d'un bien immobilier, mais on ne peut pas voter contre la motivation de mettre un musée dedans, mais comme vous disiez, ça ne sera pas avant quelques années. Complètement. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Écoutez, je le soumets à votre vote. Qui est contre cette acquisition? Qui s'abstient? Je vous en remercie. SIDEV, donc convention pour la réalisation d'un audit énergétique. Donc c'est en fait la complémentarité de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que considérant que les projets de travaux liés à la création, donc on parle d'un musée, du transfert de l'office du tourisme et de la création d'un espace similaire et d'une boutique, donc dans cet espace, donc Caboc, enfin anciennement Vrignot, hein, on considère bien sûr que pour percevoir des subventions au titre des politiques énergétiques auprès de la région des Pays de la Loire et du SIDEV, donc vu l'avis de la Commission des Finances du 17 novembre, on vous demande de m'autoriser donc à solliciter le soutien logistique et technique du SIDEV, donc l'électrification de la Vendée, dans la réalisation d'un audit énergétique de l'ensemble immobilier. Voilà, donc c'est déjà une première démarche, hein, c'est de faire un audit énergétique sur cet ensemble pour pouvoir ensuite travailler donc plus sereinement sur cette réhabilitation. Des remarques? Non? Bien, je vous demande donc de m'autoriser à solliciter le SIDEV pour un audit. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Quatrième délibération, demande de subvention pour l'acquisition de la parcelle cadastrée. Donc on est toujours sur le même dossier, hein, donc l'espace Vrignot. Donc cette parcelle cadastrée AP 569. Donc on vous demande, vu l'avis favorable de la Commission des Finances, hein, d'approuver le plan de financement qui vous est donc projeté, à savoir, alors en charge bien sûr pour l'acquisition, donc 600 000 euros, donc c'est le coût. 43 000 euros, ce sont donc les frais d'acte, donc pour un total de 643 000 euros de charge. En produit, le conseil départemental, donc pour 86 000 euros, 508,85 de subvention. L'autofinancement actuel de la collectivité à ce jour, donc 556 491,15, donc pour effectivement équilibrer les charges et les produits. Sachant que dans une prochaine délibération, comme je vous dis, on aura donc la DETR qui viendra en complément. Donc je vous demande de m'autoriser à solliciter la subvention au titre du Fonds de relance 2021 et de signer la convention auprès du conseil départemental de la Vendée. Des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Voilà. Alors, nous avions dans les questions diverses des 3 questions qui avaient été posées par votre équipe, M. Bouger. Donc, concernant l'avis des domaines de l'acquisition du Beaucire, donc je crois que vous l'avez eu. Hein? Voilà. Avez-vous des... Oui, je vous remercie de la réactivité pour nous avoir fait parvenir les 2 avis. Je vous ai posé cette question, nous vous avons posé cette question, puisque lors du conseil municipal du 25 février, il y avait eu un souci, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là, on est d'accord, on achète bien les 3 parcelles, 3300 à 850 000 euros, donc d'ici peu de temps. Oui, oui. D'accord.
Oui, c'était une erreur matérielle qui avait été mise, donc c'est sans conséquence. Concernant le certificat administratif, il n'y a aucune conséquence. Ce sont bien les 3 parcelles. Et ça, je crois qu'il y a eu 2 conseils municipaux consécutivement où il y avait une erreur qui font exprès, ils essaient de voir si on suit. Donc là, c'est bon, si on est d'accord, c'est bien les 3 parcelles qui sont achetées. Donc tout le monde suit bien, c'est bien ça. Bon, si c'est bien 3 parcelles. C'est pour l'ensemble des 3 parcelles. Oui, alors la deuxième question, c'était comment s'insère la séparation des écoles du centre dans la politique globale éducative permettant l'optimisation de l'accès à l'instruction. Donc, vaste débat. Tout d'abord, avant de répondre à cette question, pourquoi vous posez une telle question? Je suis un petit peu dubitatif ce soir par rapport à ça. Puisque on a été surpris, comme beaucoup de Luçonnais, peut-être même comme beaucoup d'élus au conseil municipal, que vous souhaitiez séparer la maternelle de l'élémentaire au centre. D'accord. Ce qui m'a le plus surpris, c'était au conseil communautaire il y a un mois, de mémoire. Vous avez lu une délibération concernant l'école de Bonny-l'Abbé, qui, alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Bonny-l'Abbé veut regrouper ces 2 écoles. Nous, on veut faire exactement l'inverse. Et M. Bonin, vous avez donné l'argumentaire que nous, on défend, c'est-à-dire, je vais le relire très rapidement, donc, selon la Comcom, pourquoi regrouper 2 écoles? Alors, cela permettrait d'éviter les trajets aux familles ayant des enfants scolarisés sur les 2 sites qu'on avait évoqués, d'éviter les trajets aux enfants de l'élémentaire fréquentant l'accueil périscolaire basé sur le site de l'école maternelle et de gagner en sécurité en évitant des déplacements matin et soir. Ça permet aussi de faciliter les échanges et la communication entre les personnels des enseignants, entre eux et avec les personnels communaux. Ça permet aussi de pouvoir créer une restauration in situ et non plus livrée en liaison chaude. Ça permet d'améliorer la qualité d'accueil des enfants, de réduire les coûts de fonctionnement, de pouvoir développer des structures d'études, d'accueil, d'échange et de meilleure qualité et plus moderne, et de créer un pôle de vie central et dynamique sur les lieux de Beugnier. Non, c'est vous qui avez lu cette délibération. Je peux se rappeler, je vous ai posé la question, vous avez refusé de répondre en disant qu'il fallait faire de la politique dans sa ville, donc là on est dans la ville. Vous évoquez clairement, vous expliquez pourquoi il faut laisser les 2 écoles ensemble, et nous, au conseil municipal, vous nous expliquez que les ceux devront choisir 50 000 € nouvelle école ou 300 000 € pour des travaux dans le cocon de la maternelle. Alors, je ne comprends pas. Ça ne peut pas être que l'aspect financier qui doit jouer ici. J'imagine Monsieur Saint-Hubert, directeur du CHD, venir vous voir dans votre bureau en vous disant voilà, Monsieur Bonin, je suis désolé, moi ça me coûte tant de millions d'euros de garder l'hôpital ouvert, les urgences, je ferme. C'est exactement ce que nous dites. Nous, ça coûte trop d'argent, donc l'école publique, on n'en veut pas. Ou à la SNCF, venir vous voir en vous disant voilà, Monsieur Bonin, je suis désolé, mais le guichet automatique, ça me coûte trop cher, donc on ferme. Après, vous irez voir les défenseurs du service public, dont je fais partie, et vous nous direz je suis désolé, ça coûte trop d'argent, on ferme. Donc l'école publique, séparer les 2 sites, c'est complètement incohérent. Et vous avez lu les arguments. Je ne vois pas comment on peut encore vouloir séparer les 2 écoles. Voilà. Alors, donc, je vais répondre à la question en disant déjà, en fait, moi, ce qui me gênait au départ dans le projet tel qu'il était présenté, dans le premier projet, parce que, attention, aujourd'hui, donc, dans ce qu'on appelle le groupe scolaire qui pourrait être fait sur le collège, la grosse difficulté que j'avais, moi, de compréhension, c'est qu'on partait dans des frais énormes. Donc, des frais de réhabilitation qui étaient énormes. Donc, soit plus de 2 millions d'euros. Certes, je vous rejoins complètement, l'enseignement, ça n'a pas de prix, c'est comme la santé, c'est comme tout le reste, c'est exactement aberrant. Alors moi, ce que j'ai fait, de toute façon, vous le savez très bien, il y a ce qu'on appelle un comité consultatif qui vient d'être mis en place, qui malheureusement n'a pas pu encore se réunir parce que, du fait de la crise sanitaire. Avec le comité consultatif, ce qui est prévu, c'est, je l'espère, dès le début de l'année, d'aller visiter déjà le futur, ce qu'on appelle aujourd'hui le collège Bossière, qui sera la future école du centre. Donc on invite le comité consultatif et également les parents d'élèves. Les parents d'élèves de l'école du centre, pourquoi? Parce que je les ai reçus vendredi. On a passé 2 bonnes petites heures ensemble et avec les parents d'élèves, on a pu effectivement échanger très largement. Et surtout, ce qui m'importe, moi, c'est de savoir aujourd'hui quels sont les coûts
entre effectivement la rénovation, parce que si on devait maintenir la maternelle du centre en l'état, à quel coût? Parce qu'il faut bien évidemment la réhabiliter. Si on doit réaménager le collège Bossire avec donc, ce qu'on appelle un groupe scolaire, école élémentaire et maternelle, également à quel coût? Après, il y a ce problème de coût, mais il y a surtout derrière, comme vous dites, tout ce qui accompagne l'enseignement de l'enfant. Il y a effectivement le fait de pouvoir mutualiser les classes sur certains cours, hein, comme ça se fait régulièrement. Une maîtresse prend des élèves de CP pour les mettre dans telle classe. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les passerelles. Il y a également aussi le fait de pouvoir avoir cette mixité entre l'école maternelle et l'école primaire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moi qui déciderai effectivement si l'école du centre doit être, l'école élémentaire du centre doit être uniquement au futur, dans le placement de l'ex-collège, on va dire. Donc si l'école élémentaire sera seule, ou si l'école élémentaire sera avec l'école maternelle, ou si on devra séparer les deux, ce n'est pas moi qui apportera la réponse, surtout pas, je ne veux pas l'apporter ni ce soir ni demain, c'est le comité consultatif qui l'affirmera dans les études qu'ils le feront. Alors pour ce faire, quand même, ce que j'ai fait, parce que j'anticipe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans une démarche qui est légèrement différente, c'est que j'ai demandé à ce qu'on fasse l'estimation du coût de la rénovation donc, de la maternelle du centre. Et bien évidemment, là je suis désagréablement surpris quelque part, parce que les coûts sont beaucoup plus malheureusement prohibants que ceux que j'avais pensé au départ. Donc à partir de là, tout est possible, tout est imaginable, mais comme je vous le dis, c'est pas nous les élus, d'ailleurs c'est forcément la démarche que l'on a depuis le début du mandat et qu'on aura sur tout le mandat. Donc on est sur une démocratie participative, hein, un terme que certains aiment bien employer. Moi je suis plutôt avec l'esprit donc, de consultation avec les comités et surtout d'échange. Donc on présentera donc bien sûr différents scénarios auprès donc, du comité consultatif et également avec les parents d'élèves, parce que je veux absolument que les parents d'élèves, je crois qu'il y en a 2 qui sont associés au comité consultatif, voir si on ne peut pas éventuellement rajouter un 3e, enfin on verra. Quoi qu'il en soit, ce comité consultatif, c'est lui qui prendra toutes les décisions. Et aujourd'hui, moi je n'ai pas d'état d'âme à dire, au contraire, qu'il y ait un groupe scolaire sur la future école du centre, qui sera, je l'espère, comme on l'espère tous, un groupe scolaire. Voilà ce que je peux annoncer ce soir. Donc, effectivement, je suis dans cette démarche parce que je pensais vraiment que la maternelle du centre actuel, il y avait très peu de travaux à faire, sauf que là, on est même sur des travaux qui sont vraiment très, très lourds à porter, notamment au niveau du chauffage, parce que le chauffage est au sol et il y a des fuites, donc on a vraiment de gros travaux à faire. Et je pense que autant effectivement faire en sorte qu'on ait un projet qui soit constructif pour tous et qui plaise à tout le monde dans un ensemble immobilier qui sera sain pour tous. Mais comme je vous le dis, parce que je le reprécisais l'autre soir aux parents d'élèves, visitons d'abord, enfin visitez, parce qu'on le connaît bien, mais visitez d'abord le collège, que ce soit donc les parents d'élèves et le comité consultatif, visitez-le, appréciez-le. À partir de là, après, on se met autour de la table, on se réunira, on mettra en place divers scénarios et surtout, on fera en sorte que chaque élève se sente bien dans ces ensembles. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur le collège, enfin ce qu'on appelle le collège Bossire, c'est que les classes sont environ 80 mètres carrés. Hein, et on peut penser que dans le cadre de la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui, si demain on devait construire de nouvelles écoles, alors qu'une classe est à peu près 60 mètres carrés, je pense qu'il y aurait cette exigence d'avoir des classes beaucoup plus grandes. Donc on peut se féliciter déjà d'avoir des espaces qui sont très conséquents. Alors maintenant, à nous de bien les utiliser, à nous de faire en sorte que tout le monde se retrouve dedans, et notamment les plus petits. Donc voilà, mon interrogation aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on inscrit les maternelles dans cet ensemble pour qu'ils y retrouvent quand même quelque chose d'assez cocooning, quoi. C'est ça, en fait, ma vraie interrogation. Là, ça fait plaisir de vous voir moins affirmatif qu'au précédent conseil municipal. Vous disiez que l'école maternelle resterait dans son cocon. J'ose croire que le comité consultatif aura vraiment la possibilité de jouer son rôle. Vous parlez de démocratie participative. Moi, je promeus cette démocratie, j'y crois vraiment. D'ailleurs, si je me rappelle bien, dans l'un des tout derniers tracts que vous avez pu mettre dans le bottle, vous en parliez d'ailleurs justement, et vous disiez que vous ne prendrez pas de décision sans consulter la population luçonnaise. Donc, changer une école
modifier totalement le centre-ville. Je pense que c'est important que la population puisse avoir son mot à dire. Ce qui aussi me donne une nouvelle question rapidement. Qu'est-ce que vous feriez du site de l'école du centre actuelle alors? Pour l'instant, rien envisagé sur l'école du centre. Vous avez vu, on a quand même, je pense qu'on a une prospective sur le mandat qui est très lourde, notamment au niveau des finances. Quand on aura prévu, quand on aura effectivement fait tout ce qu'on a à faire, je pense qu'on aura bien travaillé. Donc pour l'instant, sur l'ancienne école du centre, enfin l'école du centre quand elle sera vide, pour l'instant, j'ai aucune vision. Ce sera justement au contraire l'intérêt que de pouvoir échanger et puis de savoir un peu quel est le devenir de ce quartier, parce que c'est vraiment un ensemble très très important en plein cœur de ville. Quand on voit la superficie que ça prend, c'est énorme. Donc effectivement, il faudra qu'on réfléchisse bien pour ne pas en faire n'importe quoi non plus. Dernière remarque, double remarque, vous disiez donc beaucoup de travaux dans l'école du maternel, c'est clair qu'à ne pas faire beaucoup d'entretien, à un moment donné, ça coûte cher, encore une fois. Juste, vous m'inquiétez beaucoup. En 2023, l'école du centre serait donc désaffectée, si je puis dire, les enfants partiraient. Je pense qu'il ne faudra pas laisser le bâtiment trop longtemps tout seul. On a vu dans quel état s'est retrouvé en 2 ans et demi le bâtiment de Vigneault. Je ne vais pas vous mettre la pression, mais je pense que vous avez... moi, je pensais que vous aviez un projet. Je pense que le bâtiment, il ne faudra pas laisser trop longtemps debout. Je pense en tout cas, surtout si il y a personne dedans. Je parle de l'école du centre, moi. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a des gens qui chargeront de faire en sorte qu'il ne reste pas debout très longtemps. Mais une fois qu'il sera désaffecté, il n'y aura pas trop de soucis dans ce cadre-là. Non, simplement, ce qu'il faut, c'est effectivement, c'est qu'on prenne des décisions très rapidement maintenant enfin, très rapidement. Le comité consultatif va se réunir très rapidement pour prendre les bonnes décisions et savoir ce qu'on fait effectivement sur le futur complexe. C'est surtout ça la priorité. Le reste, après, une fois que c'est désaffecté, c'est pas très grave. La piscine de Luçon aujourd'hui, elle est désaffectée malheureusement depuis quelques années. Bon, malheureusement, elle se délabre, mais pour autant, elle n'est pas, elle est là, quoi. Je veux dire, elle n'est pas en train de tomber. J'allais en parler justement. Je ne voulais pas que l'école soit devienne une verrue comme est l'école l'ex-piscine, pardon. Surtout que là, la piscine, elle est un petit peu cachée entre guillemets. C'est malheureux puisque la médiathèque, les salles de sport à côté. Par contre, l'école du centre, elle est en plein centre. Je veux dire, là, on la voit en voiture quand on passe. On ne va pas pouvoir la laisser moisir avec de la mousse partout. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ne vous inquiétez pas. On est aux affaires et on sait très bien ce que l'on a à faire. Voilà. Très bien. Alors, autre question, la dernière, rémunération du collaborateur du cabinet du maire. Alors ça, c'est une question qui vous taraude l'esprit depuis pas mal. Alors c'est pareil, là moi je vous repose la question, pourquoi vous demandez absolument à avoir la rémunération du collaborateur du cabinet du maire? Parce que pour vous, je pense que c'est quelqu'un qui ne sert à rien, enfin certainement. C'est ça votre demande? Ah non, je vous non. Moi, si j'avais été élu maire, j'aurais eu un collaborateur aussi. Voilà, mais surtout, je suis encore actif, donc je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'épauler, ça c'est sûr. Non, où on a créé le poste sur la ligne 012 de mémoire, je crois, au niveau de financement. Vous nous avez dit que vous nous donneriez son salaire. Je veux dire, c'est de l'argent public. Il n'y a pas à cacher. Moi, je sais exactement combien touche chacun des élus ici. Je vois pas vous avez quelque chose à cacher? Je trouve que ça se dit. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous affirmez quand même que si vous étiez maire, mais enfin, bon, ça c'est... Attention, il ne faut pas être trop utopiste non plus. Un collaborateur d'un maire, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est indispensable dans une collectivité comme la nôtre. Quand vous avez une collectivité de 10 000 habitants, vous verriez la tâche monstrueuse journellement que l'on a à faire. Et aujourd'hui, un collaborateur, vous devez obligatoirement l'apprécier. Alors déjà, moi, ce que je vais faire, je vais... mais je sais. C'est juste par souci de transparence. Ouais. Moi, je ne dis pas que vous faire rien, voilà. Je veux juste savoir. Ah oui, c'est ça. Alors moi, d'abord, ce que je vais faire, je vais quand même décliner un petit peu ce qu'est le collaborateur d'un maire, rapidement. D'abord, c'est un poste qui est tout à fait légal. Il faut le savoir. Le collaborateur du maire, il a pour vocation d'assister les élus locaux dans l'ensemble de leur activité. En effet, toutes les collectivités, quelle qu'elle soit leur importance, peuvent créer un emploi de cabinet de maire. Ça appartient bien sûr à la décision du maire. Pour exemple, aujourd'hui, d'ailleurs je rigolais parce que je voyais ça hier dans un article, Madame Hidalgo à Paris, elle en a 165 collaborateurs. 165, alors que normalement elle a le droit qu'à 135. Bon, d'ailleurs elle est attaquée bien sûr par la Cour des comptes sur ce fait, mais bon, c'est comme ça. Alors ce sont des postes qui sont accessibles sans condition de diplôme, de grade ou d'expérience.
bien évidemment, et c'est l'autorité territoriale qui décide du recrutement d'un collaborateur, quelle que soit sa situation professionnelle antérieure. Aucune condition de diplôme, de grade ou d'expérience n'est requise pour postuler à un emploi de cabinet. Auparavant, souvent réputés être recrutés par le biais des réseaux, les collaborateurs de cabinet ont vu leur fonction se professionnaliser dans les années qui viennent, enfin les années dernières, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également alors, ils sont recrutés par contrat, soit par décision administrative. Le collaborateur actuel, d'ailleurs, est sous contrat. Les fonctions de collaborateur de cabinet sont des fonctions d'agent non titulaire du droit public. Son salaire est fixé librement par l'autorité territoriale. Librement par l'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se monnaie. Alors par contre, après, je ne vais pas vous parler de comment il peut partir, etc. C'est pas forcément. Alors aujourd'hui, combien il est payé à Luçon? Alors ça, on va quand même éclairer les Luçonnais, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Aujourd'hui, donc, moi, ce que je peux dire de mon collaborateur, celui qui m'accompagne, c'est que c'est un garçon, un homme, qui est vraiment à plein temps sur la collectivité. Aujourd'hui, il fait en moyenne 55 heures de travail par semaine. Il ne compte pas ses heures. Et il n'a pas été engagé pour l'argent. Il n'en a rien à foutre de l'argent. C'est pas son job. Lui, ce qu'il fait, il est comme son maire. Et s'il le suit d'ailleurs, c'est parce qu'il aime sa ville, il aime ce qu'on y fait, il veut faire avancer les choses. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille avec abnégation, qui a ce qu'on appelle l'esprit de service. Cet esprit de service qu'il a tant porté pendant des années, où on travaille 24 heures sur 24 et on est effectivement disponible en permanence. C'est la fidélité, c'est la confiance, la disponibilité et la réactivité. C'est ça le collaborateur du maire, et c'est celui que j'ai choisi, et c'est celui que j'apprécie aujourd'hui. Alors, peut-être qu'à votre grand désarroi, je ne sais pas, mais celui que j'ai, en tout cas, il produit énormément. Beaucoup de Luçonnais viennent à sa rencontre, et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il a cette réactivité qu'on lui accorde, mais en plus, c'est qu'il trouve des solutions. Et je peux vous dire qu'il en a encore trouvé, ne serait-ce que la semaine dernière. Vous avez des gens qui n'ont même plus Internet dans leur rue. Eh bien, il y va et il fait en sorte que les gens puissent avoir Internet, parce que c'est leur outil de travail. Eh bien voilà, ça c'est un vrai collaborateur du maire. C'est-à-dire que non seulement il traite les dossiers, mais il va jusqu'au plus profond. Et moi, c'est ce que j'apprécie en lui. En tout cas, voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je ne vais surtout pas vous donner sa rémunération, parce que d'abord, je n'en ai pas le droit. Je vais simplement vous donner son indice, parce que ça, par contre, je peux le faire. Tous les agents de la fonction publique sont rémunérés selon l'indice brut. Ainsi, pour le collaborateur du maire de Luçon, son indice, il est de 635. Donc vous pouvez le noter, puis après vous ferez donc la multiplication. Simplement, j'ai regardé quand même, il suffit de taper sur Internet, combien coûte un collaborateur du maire. Eh bien, par rapport à la moyenne de la France, des collaborateurs de France, mon collaborateur, il est payé 2,5 fois moins cher. Alors vous allez me dire, c'est presque de l'esclavage que je fais. Mais il est comme ça, lui, parce que c'est de l'esclavage. Ouais, je suis un esclavagiste. Mais il aime ça et il en redemande. Parce que voilà, c'est ça un vrai collaborateur. C'est quelqu'un qui n'attend rien. Il n'attend rien, il n'attend que de servir. Le reste, l'argent, il s'en fout. Donc voilà, donc ce indice est de 635 € brut. Voilà. Donc je vous ai donné son salaire. Maintenant, voilà, il suffit d'aller sur Internet et de regarder. Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Non, merci. C'était simple, vous disiez juste. C'était très simple. 635 et c'était pas. Non, je vais quand même insister. Parce que 635, si c'est quelqu'un qui fait 25 heures ou 30 heures par semaine, là, on peut dire des choses. Mais quand c'est quelqu'un qui travaille comme ça, plus de 55 heures par semaine, et que vous... Enfin bref, je ne veux même pas trop m'étendre. Vous en penserez ce que vous voudrez. Je demande juste sa rémunération. Mais vous l'avez. Les dépenses sur la commune. Mais je ne critique pas M. Leder, je veux juste savoir quel est son... Après, c'est vous qui croyez ce que vous voulez croire, M. Bonnard. Mais M. Bouget, vous croyez ce que vous voulez vous aussi. Je vous laisse juge de ce que vous dites. Moi, je vous dis... Non, mais attendez. Ça fait quand même... Vous êtes en train de justifier son travail. Ça fait quand même... Ça fait quand même 2 fois... Monsieur Bouget, ça fait quand même
sur le petit Luçonnais que vous attaquez. On veut savoir combien ils couchent les collaborateurs. Ce soir, je vous l'ai donné la réponse, d'accord? Alors maintenant, vous l'appréciez, vous ne l'appréciez pas. En tout cas, c'est votre appréciation. La mienne, elle est ce qu'elle est. Moi, j'en suis très satisfait, je suis très content. Ce que je sais, c'est que ce monsieur produit, il produit bien, et toute peine mérite salaire. Et Dieu sait s'il devrait être payé beaucoup plus cher. Malheureusement, il est très humble dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, bref, il est ce qu'il est. Et ce sera un collaborateur qui fera du très très bon travail dans les années qui viennent et qui va continuer à servir comme il l'a fait toute sa vie. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour le budget et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.